moins 2, moins 10. Donc, ça nous fait donc x égale moins 10 sur moins 2, qui nous font donc x égale à 5. Donc, la résolution de l'équation 3x plus 2 égale à 5x moins 8 me donne une solution x égale à 5. Je dois maintenant vérifier, pour savoir si l'affirmation 2 est juste ou pas, si elle est solution de l'équation 2x2 moins 9x moins 4 égale à 0. Pour être solution de l'équation, de la deuxième équation, il faut que x égale à 5 me donne un résultat égal à 0 lorsque je remplace x par la valeur 5 dans 2x2 moins 9x moins 4. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, alors, pour x égale à 5, qu'est-ce qu'on obtient? 2x2 moins 9x moins 4. On va voir si on obtient 0 ou pas pour x égale à 5. Alors, ça me fait 2. X, elle prend la valeur 5. Donc, 2 fois 5 au carré, puisque c'est x2, donc c'est 5 au carré. Moins 9 fois x, c'est-à-dire 9 fois 5. Moins 4. Alors, ça nous fait combien? 5 au carré égale à 25. 25 fois 2, 50. 9 fois 5, donc ça va faire 45. Donc, moins 45, moins 4. Et là, ça me fait combien? Ça me fait 1. 50 moins 45, moins 4. J'obtiens 1. C'est différent de 0. Donc, on peut dire que la valeur x égale à 5 ne vérifie pas la deuxième équation du second degré. Donc, on va répondre que l'affirmation 2 est fausse. Donc, pour l'affirmation 2, on va dire que c'est faux. Très bien, on va passer aux affirmations 3 et 4. Alors, l'affirmation 3. Par la fonction f définie par f de x. Donc, je vais écrire A3, affirmation 3, on va voir si elle est vraie ou fausse. Alors, on a une fonction f de x égale 130 sur x2 plus 1. Alors, la fonction f définie par f de x égale à 130 sur x2 plus 1, un antécédent de 2 est moins 8. Alors, que veut dire un antécédent de 2 et moins 8? Ça veut dire, en d'autres termes, que l'image de moins 8 est 2. Si l'antécédent de 2 est moins 8, c'est que moins 8, son image par f, est 2. Donc, on va le vérifier. Donc, pour savoir si l'antécédent 2 est bien moins 8, on va calculer f de moins 8. Et on va vérifier, est-ce qu'il donne bien une image égale à 2? Auquel cas, l'antécédent de 2 sera moins 8. Bon, alors f de moins 8 égale 130 sur, donc on va faire x égale à moins 8 dans l'expression algébrique de f. Donc on aura moins 8 au carré plus 1 qui nous font 130. Alors 8 au carré, moins 8 fois moins 8, donc ça fait 64. 64 plus 1, 65. Et 130 sur 65 est égal à 2. Donc on a bien vérifié que l'image de moins 8 est 2. Donc, en d'autres termes, un des antécédents de 2 est bien moins 8. Donc, on va répondre pas vrai. L'affirmation A3 est donc vraie. On passe à l'affirmation 4. Alors, la somme de deux nombres premiers est paire. Donc, on rappelle, c'est quoi un nombre premier? C'est un nombre qui n'est divisible que par lui-même ou par 1. 2 est un nombre premier. 1 est un nombre premier. 1 est divisible que par lui-même et par 1 puisque c'est lui-même. 2 n'est divisible que par 1 et lui-même. 3 est divisible que par 1 et lui-même. À partir de là, donc, tous les nombres pairs ne seront pas des nombres premiers puisqu'ils sont divisibles aussi par 2. 5 est un nombre premier, etc. Donc, nous, on veut savoir si la somme de deux nombres premiers est toujours paire. Pour avoir une somme qui est paire, il faut avoir
un nombre la somme de deux nombres impairs. Donc, il suffit qu'il y ait un nombre impair additionné à un nombre pair, j'aurai un nombre impair, une somme qui est impaire. Lorsqu'on sent qu'une affirmation est fausse, on doit donner un contre-exemple. Donc, je disais que si c'était toujours le cas, si les deux nombres premiers étaient toujours, la somme de deux nombres premiers était toujours paire, c'est qu'on ne pourrait additionner que des nombres, que tous les nombres premiers seraient impairs. Or, si on prend l'exemple de 2, 2 est premier. Et je prends n'importe maintenant quel nombre premier, autre nombre premier, qui sera nécessairement donc impair. Par exemple, 5. Il est premier également. Quelle somme vais-je obtenir? 2 plus 5 égale à 7. 7 n'est pas pair. Donc, on va conclure, on a donné un contre-exemple, on a montré qu'en fait ce n'est pas toujours le cas, puisqu'on a donné, on est capable de donner un exemple où 2 est un nombre premier, 5 est un nombre premier, et pourtant leur somme, elle n'est pas paire. Donc on va conclure donc que l'affirmation A4 est fausse. Voilà. Donc c'était vrai que c'était un petit peu un piège, parce que si on oublie, on omet le nombre 2, il n'y a qu'avec 2 que ça va marcher. Donc effectivement, avec 2, vous l'associez à n'importe quel autre nombre premier, vous allez obtenir une somme qui est impaire. Très bien. On passe à l'exercice numéro 3. Donc j'efface. Alors, l'exercice numéro 3. Le chou-chiling est un jeu d'origine chinoise connu en France sous le nom de pierre-feuille-ciseaux ou encore shifumi. En voici la règle du jeu. 2 joueurs choisissent simultanément un des 3 coups possibles, pierre ou feuille ou ciseaux. La feuille gagne la pierre car elle enveloppe. La pierre gagne les ciseaux car elle les brise. Les ciseaux gagnent la feuille car ils la coupent. Je joue une partie contre mon ami en supposant que mon ami choisisse totalement au hasard le coup qu'il va jouer. Quelle est la probabilité qu'il joue pierre? Alors, donc là, un exercice de probabilité. On rappelle que lorsqu'on veut calculer la probabilité d'un événement, cela revient à faire. Donc, la probabilité, c'est quoi? Par exemple, ici, on veut calculer la probabilité de l'événement « il joue pierre ». On va l'écrire comme ça, pierre. Jouer pierre. Jouer pierre. Alors, si on va jouer pierre, on rappelle que la probabilité, c'est le rapport du nombre de cas favorables, ce que l'on souhaite, c'est-à-dire nombre de cas favorables, sur le nombre de cas possibles. Quelles sont les différentes issues possibles? Alors, l'expérience aléatoire qu'on est en train de mener consiste à quoi? Choisir entre jouer pierre, feuille ou ciseaux. Donc, déjà au niveau du dénominateur, quels sont les cas possibles? Il y en a 3. Celui qui va jouer, il n'a que 3 issues possibles. Soit jouer pierre, soit feuille, soit ciseaux. Donc, nombre de cas possibles est égal à 3. Le nombre de cas favorables, ce que je souhaite, c'est la probabilité de quel événement? Jouer pierre. C'est un cas parmi les 3. Donc, nous avons une probabilité égale à 1 tiers. C'était la question numéro 1. Pour la question numéro 2, donc il s'agissait de remplir un tableau. Donc, je vais le faire rapidement. Alors, un tableau où nous avons les issues possibles de ce que moi je vais jouer et ce que mon ami joue. Alors bien évidemment, soit on va jouer pierre, je vais écrire en abrégé, pierre, P, feuille, ciseaux, pierre. Mon ami peut jouer pierre, feuille ou ciseaux. Et ainsi, je vais croiser toutes les issues possibles. Alors, comment je vais compléter ce tableau? Avec la règle que on va compléter le tableau en disant si c'est moi qui gagne, je gagne, si je perds, ou il y a égalité, donc par rapport à moi. Donc, si je vais jouer pierre,
et que mon ami joue pierre. Ici, nous aurons une égalité. Donc, je vais appeler E égalité. Si moi, je joue feuille et que mon ami joue pierre, la feuille enveloppe la pierre. Donc, c'est moi qui gagne. Donc, je vais mettre G comme gagner. Je gagne. Le ciseau avec la pierre, on a dit que la pierre gagnait les ciseaux. Elle le brise. Donc, je perds. Alors, lorsque je joue pierre et que mon ami joue feuille, la feuille enveloppe la pierre. Donc, c'est mon ami qui gagne. Donc, par rapport à moi, je perds. Un P. Donc, feuille, feuille, égalité. Feuille, ciseaux. Si moi, je joue ciseaux avec feuille, donc je gagne. Alors, si maintenant, je joue pierre et que mon ami joue ciseaux, la pierre, donc, on a dit qu'elle gagne les ciseaux, donc je gagne. Si je joue feuille et qu'il joue ciseaux, je perds. Et enfin, ciseaux, ciseaux, il y a égalité. Donc nous avons rempli toutes les issues possibles d'un jeu, d'une partie, dans ce tableau. Donc on passe à la question 3. Si chacun d'entre nous choisit son coup totalement au hasard, quelle est la probabilité que je gagne ? Donc ici, quand vous faites un tableau comme ça, vous voyez toutes les issues possibles d'une partie. Donc, on voit qu'il y a combien d'issues possibles ici. Lorsque je joue avec, il y a combien d'issues? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 issues possibles. Donc, comme on a dit, la probabilité de gagner, que moi je gagne, donc c'est la question qui est posée, c'est le nombre de cas favorables, c'est-à-dire favorables à moi pour gagner, sur le nombre de cas possibles. Combien avons-nous de nombre de cas possibles dans cette expérience? En regardant le tableau, on voit bien qu'il y a 9 issues possibles. Donc le dénominateur sera donc égal à 9. Quels sont maintenant les nombres de cas favorables où je gagne? Donc on le voit très bien, je vais entourer. Ici, je suis gagnant. Ici, je suis gagnante. Et également ici. Donc 3 cas favorables. Bien évidemment, quand on a un calcul de probabilité, c'est toujours... donc là, on les a présentés sous forme de fraction. Si elle est réductible, il vaut mieux la réduire. Donc 3, c'est un nombre, donc multiple de 3. 9 est un multiple de 3. Là, c'est 3 fois 1. Là, c'est 3 fois 3. Donc, on va réduire la fraction égale à 1 tiers. Donc, j'ai une chance sur 3 de gagner. Très bien. On passe donc à la question numéro 4. Alors, dans la question numéro 4, on admet qu'à chaque partie, les issues je gagne, notées G, je perds, notées P, ou égalité, notée E, sont équiprobables. Ça veut dire qu'ils ont toutes la même chance de se réaliser, la même probabilité de se réaliser. Nous jouons 2 parties, représentées par un arbre les issues possibles. Alors, il faut savoir qu'effectivement, en probabilité, souvent on présente les issues possibles par un arbre parce que ça nous simplifie beaucoup. On arrive mieux à voir un petit peu le calcul de chaque probabilité. C'est schématique, c'est assez pratique. Et donc là, si on va regarder les issues possibles en sachant qu'on va jouer 2 parties, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comment on présente un arbre. Si on joue 2 parties, donc on va d'abord s'intéresser aux issues possibles de la première partie. Alors, quelles sont les issues possibles de la première partie? Donc, on a bien vu que soit, il y a 3 issues possibles, soit je gagne, soit il y a égalité, soit je perds. Donc, on va les noter comme ça. On a dit donc G pour gagner, P, donc E pour égalité, P pour perdre. Donc, il y a effectivement 3 issues possibles pour la première partie. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, elle aussi a 2 possibilités. À la deuxième partie, ce sont ce qu'on appelle des événements indépendants. Le résultat que j'aurais obtenu à la deuxième partie, la première partie ne va pas influencer le résultat obtenu à la deuxième partie, et vice-versa. D'accord? Donc, effectivement, là, ici, j'ai représenté toutes les issues de la première partie. Donc, si j'ai gagné la première partie, la deuxième partie, j'ai aussi 3 issues